Et cela dit, il faut partir d'abord des événements. Maintenant, l'événementiel est revenu à la mode, mais j'aimerais bien faire de l'événementiel 2.0 si j'arrive. Et il faut partir des grands événements. D'abord, les Ides de mars. Comme tout le monde sait, le jour des Ides de mars, Jules César est tué lors d'une réunion du Sénat par un groupe de conjurés. Cet événement fatidique déclenche une série sans précédent de conflits internes et externes qui caractérisent cette époque d'alliance et de rupture, de montée au pouvoir et de chute soudaine. La Méditerranée était prise en otage par des chefs de faction qui deviennent des véritables seigneurs de la guerre. Et c'est de cette manière que les contemporains sont amenés à interpréter cette époque. Et les modernes aussi, parce que les sources des contemporains et des générations successives doivent forcément influencer notre manière de voir. Et même à distance de 5 siècles et demi, un auteur chrétien comme Paul Orose expliquait, racontait une histoire, l'histoire de Médée, les personnages de la tragédie, et représentait cette histoire des guerres civiles comme sous forme de fable. Cette histoire des dents d'un serpent qui avait été tué, et à partir de cette sémence, il serait sorti des guerriers qui s'étaient entretués. Et les serpents, qui c'est évidemment Jules César. Donc, il y a 2 jours, des gens à Rome ont déposé des fleurs et des gerbes dans le forum, comme d'habitude. Et c'est une tradition assez intéressante, peut-être un peu moins suivie dans la Gaule Belgique, où le souvenir de César, n'est-ce pas, n'était pas si heureux que dans la ville de Rome. Et les guerriers de Paul Orose, donc les dents du serpent, étaient ces seigneurs de la guerre qui ont caractérisé cette période jusqu'au duel final entre Octavien et Marc-Antoine. Évidemment, le point de vue d'Orose est particulier. Originaire d'une Espagne occupée par les Wisigoths, les barbares qui venaient de ravager la ville de Rome en 410, Orose avait expérimenté personnellement une crise. Mais dans son cas, c'était l'angoisse d'un empire en plein bouleversement. Et peu importe s'il déforme les mythes de Jason et de Médée, narrés entre autres par les métamorphoses d'Ovide. 550 ans après les événements, Orose fixait en quelques lignes une image synthétique mais efficace de la période entre les Ides de mars, vous savez déjà les dates, et les suicides de Marc-Antoine et de Cléopâtre, respectivement 1er et 12 août, moins 30. Ces 14 longues années qui ont changé le monde, autrement dit, la dernière guerre civile de la République est, comme on va le voir bientôt, l'une des premières guerres mondiales. Les protagonistes principaux de cette époque sont les 2 hommes qui se disputaient l'héritage de César jusqu'au règlement de compte final. Marc-Antoine et Jules César Octavien, qui de moins 43 à moins 33 dirigèrent l'État romain en tant que membres du triumvirat
pour la reconstitution de la République, Republicae Constituendae. Le troisième homme, Lépide, fut mis rapidement à l'écart. Ces deux hommes commandaient les principales factions politiques et militaires nées des dents du serpent pour s'entretuer. Mais à côté de ces grands hommes, d'autres factions hétérogènes semblent-elles surgir aussi de la terre. L'armée des tyrannicides et des républicains, guidés par Brutus et Cassius, ou bien les hommes du renégat Labienus, chef mercenaire d'une armée orientale qui avait saccagé l'Asie mineure, ou encore les marins et les pirates de la flotte de Sextus Pompée, protagoniste lui aussi. À côté, vous voyez les frères aînés tombés avec les Pompéiens et Pompée le Grand, et Sextus Pompée, protagoniste de la guerre civile jusqu'à sa mort en moins 35. Et d'ailleurs, l'historien moderne ne peut plus se contenter de prendre en considération seulement les hommes les plus illustres, comme ceux que Plutarque a immortalisés dans les vies parallèles. On a appris à étudier la période triumvirale en tenant compte de l'ensemble du corps citoyen, ces sénateurs et ces chevaliers qui forment la dernière génération de la République. Et c'était effectivement en étudiant l'ensemble de l'aristocratie romaine, ces personnages de la République, que nous pouvons évaluer les changements sociaux et politiques qui ont déterminé les passages de la République au Principat. Pour arriver à un bon résultat, il faut évidemment suivre la voie marquée par les grands historiens britanniques, Ronald Syme, Sir Ronald Syme, après, je crois, 1954. On rencontrera pas mal de sœurs sur notre chemin. Et qui nous a étudié justement cette histoire en l'appelant la Révolution romaine. Il faut tout de suite expliquer qu'il s'il l'appelait la Révolution romaine, ce n'était pas pour reprendre un concept historique. En fait, son allusion était à la Révolution fasciste. Et à son avis, Auguste, qui est donc le protagoniste, mais non pas le héros du livre de Syme, avait créé une véritable époque de changement, mais aussi proposant un modèle de gouvernement qui n'était pas sans rappeler les figures des dictateurs de l'époque où Syme écrivait son grand livre qui maintenant va bientôt avoir 75 ans. Et en étudiant les biographies des protagonistes de la Révolution romaine et surtout des personnages moins connus, ou moins célèbres plutôt, Syme réussit à mettre à profit les recherches systématiques de l'école prosopographique, surtout allemande, pour mettre en valeur les rapports entre les familles et les membres de l'aristocratie romaine, en tenant compte de la vie, de la carrière et des liaisons familiales et politiques de ses membres, pour reconstituer les réseaux politiques et sociaux de l'époque jusqu'à la constitution de la nouvelle aristocratie augustaine, qui a fait l'objet de son dernier livre, écrit de sa vie. Après, il y a eu le livre posthume sur Strabon, et qu'il a publié
50 ans après la parution de la Révolution romaine en 89. Syme a suivi une méthode qui visait surtout les mécanismes internes du monde romain, en privilégiant les mécanismes et les rouages des réseaux de sociabilité. Cependant, cette méthode présentait une forte limite. En fait, l'examen de l'État romain se fondait sur l'analyse des profils politiques des dirigeants plus ou moins importants, ce qui donnait une vision limitée d'un corps social en pleine évolution. Certes, comme les sources littéraires qui expriment les points de vue de l'aristocratie constituent la documentation principale, à cette époque l'épigraphie est passablement limitée, toute histoire de la Révolution romaine sera forcément conditionnée. Mais comme observait déjà un jeune Arnaldo Momigliano, lui il n'était pas sœur, il est souhaitable une ouverture aussi aux protagonistes inconnus, les véritables héros secrets de l'époque de passage entre la République et les Principats, et par exemple le représentant de la plèbe urbaine ou bien de l'armée. Dans son compte-rendu de Syme, paru en 1940, Momigliano disait qu'on a réduit la Révolution romaine à une lutte entre factions. Il est donc nécessaire de protester. La monarchie romaine ne relève pas de l'œuvre des personnages dont on pourra écrire des articles dans l'encyclopédie Pauli Vissova, mais se doit plutôt à des gens obscurs, italiens ou provinciaux, dont le nom est Légion. Effectivement, à cette époque, l'aristocratie romaine est encore plutôt conditionnée par les masses, plus conditionnée par les masses que dans le passé. D'un côté, le peuple des mégapoles méditerranéennes et, a fortiori, la ville de Rome, de l'autre, les soldats. Les conservateurs, pour fonder les chefs des factions qui, avec leur éloquence démagogique, manipulaient le peuple et les troupes, mais ce n'était pas un rapport à sens unique. La réaction populaire pouvait également influer sur les constants renversements politiques. Les conservateurs déploraient la dérive d'une société où le débat politique passait d'abord par les consensus du peuple, et de la même manière, les chefs devaient faire attention aux réactions des soldats. La recherche moderne a mis justement en valeur la complexe interaction entre l'aristocratie et l'armée. Les soldats et aussi les vétérans sont les vrais protagonistes de l'époque triumvirale. En mettant constamment à l'épreuve les charismes de leurs chefs, ils pouvaient influer sur leurs décisions et leurs alliances dans un espace incroyablement vaste. Et en définitive, la Révolution romaine est surtout l'œuvre des chefs des factions qui, à Rome, savaient parler au peuple et l'impressionner par des gestes souvent transgressifs. Et lors d'une campagne militaire, étaient plutôt des seigneurs de la guerre que des représentants du peuple romain. Ces chefs de faction étaient aussi des chefs de guerre qui alimentaient leur prestige grâce à des campagnes militaires toujours de plus en plus spectaculaires. Une reconstruction souvent hypothétique des réseaux de l'aristocratie romaine sur la base de la méthode prosopographique, comme l'a fait Syme, mais avant lui, qu'on l'a fait surtout Münzer et d'autres représentants de cette école, risque justement de donner moins d'attention à ces leaders et sur l'apport décisif au scénario politique qu'ils donnèrent avec leur initiative, d'autant que le passage d'une faction à l'autre était assez fréquent. En revanche, il conviendra récupérer la mémoire de ces personnages, tels Lépide ou Sextus Pompée,
que la tradition a transformé a posteriori en chef mineur et que des historiens commencent maintenant à récupérer. La documentation de cette époque, on vient de le dire, est particulièrement riche et cependant fort conditionnée par le paradigme idéologique fabriqué par les vainqueurs de la dernière guerre civile, Auguste. Mais cela ne suffit pas à comprendre pourquoi plusieurs historiens modernes continuaient de prendre presque au premier degré les arguments relevant de la campagne de désinformation contre Marc-Antoine et les autres chefs mineurs qui affectent la plupart des sources littéraires. À mon avis, c'est parce que c'est probablement parce qu'il est difficile d'aimer Marc-Antoine. Certes, Octavien était plus impitoyable que lui et souvent bien plus cruel, mais Antoine était le responsable de la mort de Cicéron, les défenseurs des valeurs républicaines. Et de surcroît, notre conscience occidentaux digèrent mal l'orientalisme de Marc-Antoine. Même aujourd'hui, l'historien généraliste Anthony Pagden, c'est un Américain, donc il n'est pas Sir, lui, dans sa synthèse ambitieuse sur 2500 ans de lutte entre Orient et Occident, finit par admettre, lui aussi, que beaucoup de l'orientalisme de Marc-Antoine a été fabriqué ultérieurement par la propagande augustaine. Mais cette remarque est tout de même noyée par les poncifs habituels. Et d'ailleurs, on est habitué. Antoine, esclave des charmes de Cléopâtre. Et avant Antoine, on parlait de Crassus, l'homme le plus riche de Rome. C'est faux. L'homme le plus riche de Rome, c'était Pompée. Mais comme Pompée était le grand, donc il fallait transformer Crassus en piètre militaire et grand financier. Et ce sont des choses qu'on trouve même encore aujourd'hui dans certains manuels d'histoire ancienne. De toute façon, Antoine était enclin à l'exotisme, mais il n'était pas le seul orientaliste de sa génération. Un représentant de Rome, vous savez, il y a très peu de portraits de Marc-Antoine, ils ne sont pas très beaux, je préfère celui-là. Vous savez, on appelait, bon, c'était pas encore officiellement la damnatio memoriae, mais c'était tout comme. Donc on préfère lui donner le visage de Marlon Brando. Et un représentant de Rome qui voulait gouverner l'Orient devait appliquer des règles différentes du système de gouvernement des traditions gréco-romaines. La menace Sparte, on va en parler tout à l'heure, avait de nouveau rendu instable l'équilibre fixé par Pompée et il fallait établir un rapport moins unilatéral et surtout moins arrogant avec la puissance économique de l'Égypte et son influente reine, Cléopâtre VII. En soulignant cette polarité entre Rome et Alexandrie qui avait caractérisé toute la période hellénistique. César avait parfaitement compris cette exigence et Antoine ne fit que reprendre sa politique pour ne l'interrompre qu'à cause du conflit final avec Octavien. Mais si les ennemis de César et d'Antoine avaient tout l'intérêt pour discréditer leur dérive orientaliste, l'historien moderne n'a aucune raison pour laisser de côté les questions géopolitiques et internationales. D'ailleurs, le point de vue des sources romaines est forcément autoréférentiel. Il est donc plus difficile de calculer les effectifs de campagne militaire, car les Romains ont la fâcheuse habitude de laisser dans l'ombre les auxiliaires et les troupes de communautés et des royaumes alliés et amis du peuple romain. Bon, on les appelle royaumes clients. Normalement, c'est probablement c'est moins correct, mais plus près de la réalité. On a donc l'impression que la dernière guerre civile romaine soit une guerre de factions, là où, à certains moments, on pourrait introduire l'idée
bien qu'anachronique, de guerre mondiale. Et d'ailleurs, l'historiographie romaine, et spécialement l'historiographie latine, qui représente le point de vue de l'aristocratie sénatoriale, cherchait, en plus à justifier l'impérialisme romain. Un grand latiniste italien, Antonio Lapenna, écrivait « L'Empire romain est ressenti comme un bienfait pour le monde, surtout car il assure la paix, et à la limite, il peut être ressenti comme une nécessité. Dans tous les cas, il n'apparaît jamais un processus historique à côté duquel on pourrait proposer une alternative meilleure. » C'est très bien dit et ça permettrait peut-être de mieux comprendre, mais là, il faudrait un cycle de leçons sur la manière où les alliés et les provinciaux non citoyens, parce qu'à cette époque, la citoyenneté romaine n'était pas quelque chose de si simple à obtenir, regarder les processus qu'on appelle, avec un mot qui devient de moins en moins à la mode, de romanisation. En appliquant sa méthode prosopographique à cette formidable synthèse historique qui est The Roman Revolution, Syme insistait sur les dynamiques internes de l'État romain plutôt que sur les dynamiques externes, à savoir les rapports avec les États et les communautés étrangères et en particulier avec l'Empire des Parthes. Pour le moment, vous voyez, on présentera tout à l'heure l'Empire parthe. Pour le moment, dans cette carte, j'ai utilisé des cartes sur Internet, je ne suis pas cartographe, mais il faut dire que dans certains cas, certaines confins et frontières sont biaisées et dans cette projection ici, on n'a qu'une Méditerranée sans comprendre qu'à côté, il y avait un empire qui constituait en quelque sorte l'alter ego de Rome. Mais là, vous ne voyez qu'un petit morceau de Mésopotamie. Mais on va y arriver. La recherche évolue dans cette direction et c'est notamment un élève de Syme, Sir Fergus Millar, qui a compris à la fois le rôle fondamental du peuple, mais aussi du reste du monde dans l'histoire de la République romaine. Mais c'est déjà un grand progrès, mais on peut aller même plus loin, car il s'agit d'abord d'intégrer dans le contexte général la question orientale et encore, de façon encore plus générale, les aspects internationaux afin de présenter les événements dans une perspective globale, ce qui désormais est presque acquis dans d'autres domaines, comme les sciences sociales ou l'histoire culturelle, mais il est beaucoup moins sûr pour l'histoire ancienne, ou l'histoire globale, ou l'histoire connectée, ce ne sont pas les mêmes choses, ou les post-colonial studies sont encore loin de gagner du terrain. On venait d'évoquer Mommsen, on pourrait évoquer d'autres personnalités. Notre recherche est une recherche solide, mais aussi conservatrice, assez réfractaire à des nouvelles modes. Il s'agit donc d'essayer de trouver la bonne solution. On pourrait par exemple appliquer à l'histoire politique et militaire les considérations de l'anthropologue Sir Jack Goody. On a plein de gens ennoblis ce soir. Conscient que le déséquilibre de la documentation ne nous permettra pas de saisir pleinement l'enjeu de Connected Histories que nous ne pourrons en grande partie que reconstruire avec de l'imagination. De toute façon, à une époque où toute la Méditerranée ne se trouvait pas encore sous le contrôle direct de Rome, on est forcément obligé de voir les événements à partir d'une perspective globale. D'autant qu'un État puissant et influent comme l'Empire parthe, depuis la victoire de Carre en moins 53, avait commencé à peser sur l'équilibre géopolitique de la Méditerranée.
N'oublions pas que si César n'avait pas été assassiné, 3 jours plus tard, le 18 mars, il serait parti pour une campagne orientale de grande envergure, accompagné par son fils adoptif, Octavien. Le portrait, c'est un portrait d'Auguste jeune, donc pardonne-moi Marco, mais on ne peut pas toujours présenter ces horribles portraits de Monet qui sont effectivement assez forbidding. Et c'est justement cette campagne orientale qui ne semble pas avoir été prise assez en considération. Se concentrant sur les acteurs de la Révolution romaine, on a tendance à oublier le rôle de l'empire rival de Parthe dans l'équilibre politique de Rome. Et pourtant, les Romains de l'époque avaient pleine conscience de l'existence et de l'importance de cet empire. Certes, ils se fiaient un peu trop de l'autorité de certains auteurs, comme les grands savants Posidonius d'Apamée, qui avaient écrit des histoires de Parthe dont les fragments donnent une idée assez incorrecte de leurs mœurs et des institutions. Mais les Romains n'étaient pas moins concernés par cet empire. À l'époque d'Auguste, dans les histoires philippiques de Trogue Pompée, aujourd'hui perdues, ces Gaulois latinisés, contemporains de Tite-Live, évoquaient les Parthes qui, maîtres aujourd'hui de l'Orient, semblent avoir partagé avec les Romains l'empire du monde. Donc voilà qu'un petit changement de projection cartographique fait voir les choses de manière un peu différente. Mais à part ces témoignages relevant d'une conception universelle de l'histoire, les sources romaines donnent l'impression d'une histoire autoréférentielle, où les gens de l'extérieur, les gentes externes, jouent un rôle marginal. Les Parthes font peut-être exception, mais leur histoire se reconstruit en grande partie à travers l'image développée par les auteurs classiques. Il est plus difficile de remettre dans une perspective globale la Méditerranée ébranlée par les guerres civiles romaines ou bien l'Europe occidentale des Celtes et des Germains, secouée par les campagnes de César. Et surtout, il est fort difficile de décoder l'outillage idéologique de nos sources qui ressentaient des transformations dues à la Révolution romaine. L'abandon temporaire des projets de conquête en Orient avait, après l'assassinat de César, avait entre autres mis de côté le modèle idéologique d'Alexandre le Grand, jadis cultivé par Pompée et César, mais aussi par Octavien et Marc-Antoine. L'historiographie latine montre ses limites. On cultive souvent le goût de l'exotisme sans pour autant arriver à une véritable curiosité ethnographique. L'ethnographie reste donc aux marges de l'histoire et l'histoire doit surtout suivre et illustrer l'action du gouvernement et non pas montrer comment le peuple vive. Donc ce qui était assez ressenti dans l'Alexandrie de l'Antiquité, de l'époque hellénistique, l'était un petit peu moins à Rome, où on peut trouver une certaine ethnographie chez Salluste, mais sans pourtant montrer la même curiosité. C'est donc une époque assez compliquée, mais c'est un aspect sur lequel il faudra revenir. Certes, durant cette époque de transition, les concepts n'étaient pas encore complètement définis, en particulier les concepts d'empire. Pour l'historien moderne, il est naturel de parler d'un empire romain, dans la mesure où les conquêtes territoriales et l'établissement d'un réseau politique et commercial donnaient pour acquis que Rome était désormais destinée à l'hégémonie sur l'écoumène. L'historien grec Polybe l'avait déjà énoncé,
dans la préface de ces histoires un siècle plus tôt. Et d'après l'étude de John Richardson sur le concept d'imperium et de provincia dans le vocabulaire des écrivains latins de l'époque de Cicéron, on observe que la dimension géographique, pour désigner la domination du peuple romain sur l'orbis terrarum, n'est présente que dans de rares cas. Mais la perspective de Cicéron était fortement centrée sur la ville de Rome, et en quelque sorte la sphère sémantique de ces concepts diffère de celle d'un conquérant comme César, plus concerné par l'acquisition de nouveaux territoires. Pour Richardson, le regard de César était plutôt l'exception que la règle. Mais c'est justement à l'enseigne de cette exception que se déroulent les opérations de partage, de compétences des triumvirs et des autres seigneurs de la guerre, un véritable fief impératoriaux qui semble suivre aussi un partage géographique en continent. Par conséquent, il n'est peut-être pas du tout hasardeux d'accepter la tradition tardive du 5e siècle environ de Julius Honorius, qui attribuait à Jules César, à l'époque de son consulat avec Antoine, donc moins 44, la commande à 4 sages de la rédaction d'une carte du monde. Ces sapientissimi et electi viri s'appelaient Nicodème, Didyme, Théodote et Polyclite, donc des Grecs. À chacun de ces sages, César avait confié respectivement l'Orient, l'Occident, le Septentrion et le Midi. Les idées Mars n'interrompirent pas leur travail de balisage qui fut accompli entre moins 30 et l'an 5 de notre ère. S'agit-il d'un récit fictif, comme plusieurs savants ont voulu démontrer? Les spécialistes des géographies anciennes sont de cet avis, car ils supposent que Julius Honorius faisait allusion à des véritables cartes, ce qui serait anachronique. Mais en réalité, Julius Honorius ne parle pas des cartes, et c'est justement à l'époque de César que les Romains découvrent aussi l'histoire universelle. On a déjà parlé des trogues Pompée, et César, quant à lui, en moins 46, avait déjà célébré un quadruple triomphe, Gaule, Pont, Afrique, Égypte, qui allait donc dépasser les triples triomphes du grand Pompée. Un triomphe qu'il avait obligé en 61 avant Jésus-Christ à renoncer à son propre triomphe pour ne pas être l'objet de la raillerie des Romains. Mais là, il faudrait parler de Jules César, ce qui est le sujet d'une autre leçon. Mais dans la célébration des triomphes de César, auquel on ajoutera le triomphe sur l'Espagne en moins 45, la nature écuménique de ces conquêtes était mise en valeur, entre autres avec la présence d'éléphants et d'une girafe, Camello pardalis. Alors bon, certains savants ne sont pas d'accord, ils ne pensent pas que c'est une girafe, c'est plutôt un type de chameau. Peu importe, l'essentiel, c'est que cet animal était admiré à Rome pour la première fois. Exactement comme à la même époque, Varron, dans les traités sur la langue latine, 500, disait que c'est pour la première fois que les Romains avaient vu un tigre, et ce qui permettait à Varron, entre autres, d'évoquer l'étymologie de ce terme qu'il rapportait à la mémoire du grand roi d'Arménie, Tigrane, dont on va parler tout à l'heure. César, de toute façon, en termes géographiques, avait triomphé sur les 3 parties du monde en démontrant d'avoir enfin égalé les grands Pompée, l'ennemi qu'il avait battu. Mais César visait plus loin, car il s'agissait ah oui, bon, vous avez percuté, merci. Il s'agissait d'égaler les modèles bien plus prestigieux d'Alexandre. Et s'il n'avait pas été assassiné le 15 mars,
on le répète encore une fois, le 18 mars, il serait parti pour l'Orient. En évoquant les idées de Mars, au tout début de sa vie d'Auguste, l'historien de langue grecque Nicolas de Damas évoque le spectacle horrible du cadavre massacré. Normalement, on parle de 23 coups de poignard, mais Nicolas parle de 35, donc histoire de rendre l'affaire plus guignolesque encore, et notamment évoquer les projets de campagne du dictateur assassiné. Et c'est un passage important, parce qu'il il va plus droit au plan de la question que Appien ou Dion Cassius. Et c'est évident, parce qu'Appien et Dion Cassius relevaient des sources romaines internes. Nicolas de Damas, lui, il avait été le précepteur des enfants d'Hérode le Grand, même s'il n'était pas juif, et il avait une toute autre sensibilité de l'Orient, ce qui peut bien expliquer cet aspect et d'autres aspects de son œuvre, malheureusement fragmentaires. Et effectivement, parmi les raisons de conjurer, on parlait aussi d'un passage des livres sibyllins, selon lequel seul un roi pourrait conquérir la partie et que, par conséquent, César devait être fait roi. Et comprenant que les Romains ne l'accepteraient jamais, César aurait opté pour une solution plus modeste. Il ne prendrait les titres que dans les provinces non à Rome. Est-ce que cette rumeur aussi relevait de la propagande anticésarienne, ou bien s'agissait-il effectivement d'une prophétie dont on allait discuter dans la séance du Sénat du 15 mars? Et surtout, César voulait-il être roi, ou bien plutôt il s'agissait d'une simple accusation que d'ailleurs à l'époque républicaine on employait couramment contre les adversaires politiques? Après tout, rien n'allait dans le sens de l'institution d'une monarchie. Et même ses propres partisans n'étaient pas prêts à apporter leur soutien à César si tel avait été son objectif. Ce qui est sûr, c'est que ces rumeurs avaient connu une poussée formidable, accélérant la décision de conjurer. Un triomphe oriental de César sur l'Orient aurait déterminé la montée irrésistible de son prestige. Mais les conjurés ne pouvaient pas savoir que les ides de Mars, contre toute attente, marquaient les débuts du processus de changement vers le principat, c'est-à-dire vers une forme de gouvernement autoritaire. Et surtout, le dictateur devait être éliminé non seulement parce qu'il briguait la monarchie, mais aussi parce qu'il envisageait un empire dont le centre n'était plus la ville de Rome. En ce moment même, la reine d'Égypte, Cléopâtre, résidait à Rome avec son frère époux Ptolémée XV et avec un enfant en bas âge appelé Ptolémée César, que les Alexandrins appelaient Caesarion, petit César en grec, dont elle revendiqua la filiation césarienne quelques mois plus tard, après la mort du dictateur, son retour en Égypte et surtout après la mort de Ptolémée XV par empoisonnement. Les adversaires du dictateur pouvaient facilement diffuser des rumeurs inquiétantes. César, disait-on, voulait déplacer les centres de l'Empire en Égypte ou bien en Asie mineure, dans les sites de Ilion, l'ancienne Troie. Le peuple romain, quant à lui, l'acclamait déjà roi. Mais surtout, on voulait lui empêcher de partir en Orient pour devenir le digne héritier d'Alexandre le Grand. N'était-il l'homme qui paraissait complètement invincible, puisque apparemment il avait livré 300 batailles en Asie et en Europe sans jamais en perdre une? Reprenons maintenant
le passage de Nicolas de Damas. Pur produit de l'Orient hellénisé, ces grands intellectuels de l'époque étaient sensibles au projet de conquête de César et probablement étaient réellement convaincus que la mort violente du dictateur avait arrêté les projets grandioses de pousser les frontières de l'Empire. L'implication de l'Égypte de Cléopâtre dans le projet de César permettait d'alimenter un appareil idéologique où l'histoire d'Alexandre détenait un rôle primordial. Dans l'histoire des conquêtes du Macédonien, on voyait en filigrane un débat sur le rôle de Rome dans l'histoire universelle. Et si l'on commençait à élaborer une idéologie œcuménique où Rome figurait comme la seule puissance mondiale, d'autres préféraient la considérer comme l'une des puissances existantes parmi d'autres. La comparaison entre Alexandre et César était courante et ce n'est pas un hasard si plus tard que joignent les deux grands conquérants dans un couple de sévies parallèles. Et de l'autre côté, Cicéron et Démosthène. Il y avait plusieurs raisons pour envisager une campagne contre l'empire multiethnique des Parthes. En moins 53, ils avaient réagi à l'invasion guidée par Crassus et l'avaient battu à Car, dans la Mésopotamie du Nord. Après Car, ces guerriers iraniens étaient sortis de leur panorama habituel et avaient commencé à ébranler les scénarios de la Méditerranée orientale. Alliés à des tribus nomades du désert, les Parthes menaçaient la frontière romaine et les provinces de Syrie et de Cilicie. Entre-temps, les désastres de Car ne cessaient de hanter les citoyens romains qui pleuraient encore leur mort ou s'inquiétaient pour les prisonniers que les Parthes avaient parfois déportés au fin fond de leur empire. En outre, pour César, c'était aussi un enjeu personnel, car durant la guerre civile contre Pompée, Orode, le roi des Parthes, avait soutenu ce dernier. Il est plus difficile de préciser la stratégie conçue par César. Quand Nicolas de Damas parle d'une expédition contre les Parthes et les Indiens, il s'agit d'une exagération littéraire, bien que l'on pourrait identifier ces Indiens avec le royaume indo-grec des Kushan, qui venait de se former, et qui se trouvait à la frontière orientale de l'Empire parthe. Selon Plutarque, César voulait d'abord assujettir les Parthes, puis faire le tour du pont Euxin et de la Caspienne, traverser la Scythie et les territoires de Germain, enfin rentrer en Italie en passant par les Gaules. Mais avant de conquérir l'Empire parthe et venger la honte essuyée par Crassus en moins 53, César voulait d'abord s'assurer une base solide dans l'Europe orientale. La vie de César de Suétone indique clairement qu'avant d'arriver à la frontière avec les royaumes d'Arménie, les légions devaient occuper les Balkans. Les plans prévoyaient, selon Suétone, de contenir les Daces, qui s'étaient répandus dans la Thrace et dans le Pont, de porter ensuite la guerre chez les Parthes, en passant par l'Arménie mineure, et ne leur livrer bataille qu'après avoir éprouvé leur force. C'était une stratégie judicieuse. L'une des raisons de la défaite de Crassus était son plan d'invasion, qui prévoyait les passages de l'Euphrate et l'occupation de la Mésopotamie. Crassus, disait-on, avait refusé de suivre le conseil du roi d'Arménie, Artavasde, qui lui proposait de traverser l'Arménie méridionale, pénétrant le territoire ennemi par la Médie atropatène. Roi sensible et cultivé, Artavasde était le fils du grand Tigrane.
Le roi qui avait réussi, pour quelques années, à faire de l'Arménie une puissance impériale en Orient. À l'époque de l'expédition de Crassus, Artavasde était l'allié le plus puissant de Rome. Mais l'alliance égyptienne avait limité son importance et d'ailleurs, après le désastre de Car, Artavasde n'avait hésité à accepter une union matrimoniale avec le roi de Parthe. Les Romains devaient réviser la stratégie élaborée par Pompée quand il avait établi son ordre en Asie mineure. César comprenait bien l'enjeu stratégique et avait compris qu'une attaque contre les Parthes ne pouvait se déclencher sans être assuré un réseau d'alliances. À la différence de Crassus, pressé d'atteindre son objectif, il n'avait pas négligé un secteur névralgique comme la mer Noire. Et justement, César avait commencé à imaginer une campagne contre les Parthes en moins 47, quand, après l'élimination de Pompée et l'alliance avec Cléopâtre, il était passé en Asie mineure pour combattre Pharnace, le fils du grand Mithridate du Pont. Vous voyez, tout se tient. Les plus difficiles, le véritable problème, c'est de faire une perspective qui soit une perspective effectivement globale. Parce que si on ne regarde que le centre et les périphéries, sans comprendre qu'il y a un passage entre une périphérie et l'autre qui ne passe pas nécessairement par le centre, on ne fait que le jeu de l'historiographie romaine qui est justement romanocentrique. Mais nous, on n'est pas obligé d'être romanocentrique, n'est-ce pas? Et la victoire, c'est donc à l'époque de la victoire de Zéla, où César avait prononcé les fameux Veni Vidi Vici, en réalité c'était un petit billet qu'il avait envoyé à un ami, qu'il aurait envisagé l'expédition après avoir installé la place de Pharnace dans le secteur septentrional de la mer Noire, un roi très ami Mithridate, avec la fonction de s'interposer entre les provinces romaines et les barbares et les rois ennemis. Vous voyez, cette Crimée, que maintenant on vient de découvrir l'existence de la Crimée, non? Mais c'est une très vieille histoire. Bien entendu, César suivait la doctrine politique traditionnelle. Au lieu d'exercer un contrôle direct, il proposait plutôt une hégémonie impérialiste qui consistait en une supervision des équilibres politiques et dans le recouvrement des taxes. En Orient, on respectait le pouvoir du titre de roi. Et même les rois les moins puissants possédaient un charisme religieux qui garantissait la fidélité des sujets et le contrôle des nobles qui leur étaient soumis. Rome avait tout l'intérêt de respecter ces traditions, mais à l'occasion, elle pouvait proposer des candidats acceptables afin de garantir sa position dans l'équilibre de l'échiquier géopolitique. Par exemple, Rome avait prévu d'octroyer le trône de l'Arménie mineure au Gaulois Deiotaros, roi des Celtes d'Asie, autrement dit Galate. Les préparatifs de la campagne orientale avaient prévu un déploiement des forces dans les secteurs de la péninsule balkanique. Ce n'était pas un hasard, car au fait, dans l'équilibre géopolitique de l'espace romain, les Balkans constituaient une ligne de démarcation stratégique de la plus haute importance. C'est dans ce secteur que se déroulèrent les 3 batailles décisives des guerres civiles. Pharsale en 48, Philippe en moins 42, Action en moins 31. C'est la poudrière des Balkans, avant l'invention de la poudre, bien sûr. Afin d'assurer le passage rapide des troupes de l'Italie vers l'Orient, il fallait donc contrôler et maîtriser les populations locales. À l'époque des
lors des îles de Mars, 50 000 hommes environ se trouvaient dans la province de Macédoine. Une armée de très grande valeur et très nombreuse, elle comptait en effet 6 légions et une foule d'autres soldats, archers, infanterie légère et frondeurs des îles Baléares, associés à celle-ci, ainsi qu'une nombreuse cavalerie et les matériels de guerre complets, ainsi parlait Cassius Dion. Pas Dion Cassius, hein? Désolé pour les hellénistes, mais il s'appelait Cassius Dion. Mais c'est helléniquement correct parler de Dion Cassius comme on parle de Joseph Flavius à la place de Flavius Joseph. Mais ici, on est à Rome, on respecte les trianomina. Et c'était la même stratégie conçue et mise en pratique au début du IIe siècle par l'empereur Trajan. D'abord, occuper les royaumes d'Asie et mettre la main sur ces gisements aurifères, puis occuper l'Arménie, enfin descendre vers la Mésopotamie et s'emparer de la résidence parthe de Ctésiphon, près de l'actuel Bagdad. À l'époque de Trajan, le roi des Daces à battre était Décébal, guerrier redoutable et politique de talent. César, quant à lui, devait faire les comptes avec un roi de la même trempe, Burebistas ou Burebistas, qui pendant presque 40 ans conditionna la géopolitique des Balkans. Bon, c'est une carte qui a été de fabrication roumaine. Peut-être les confins du royaume de Burebistas sont un peu pompés. S'il y a des Bulgares dans la salle, désolé. Et avec Burebistas, les Daces entrent dans l'histoire. Ces peuples faisaient partie du grand groupe ethnique des Thraces, dont ils constituaient la branche septentrionale. Ils étaient apparentés avec les peuples des Gètes, qui, vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, avaient créé un réseau de relations diplomatiques et commerciales avec les États et les tribus limitrophes. À l'époque de Burebistas, les Gètes étaient intégrés dans les mêmes ethnos avec les Daces. En fait, les Grecs préfèrent la dénomination de Gètes, tandis que les Romains utilisent plutôt celle de Daces. À partir de 79 avant Jésus-Christ, Burebistas œuvra pour l'unité des tribus dans les territoires habités par les Gètes et par les Daces, qui, à l'époque, parlent la même langue et forment désormais un ethnos unitaire. C'est Strabon qui nous renseigne sur Burebistas. À la tête de cet empire, les rois soumis, les peuples voisins, réduisit la puissance des tribus celtiques des Balkans et supprima l'autonomie de l'enclave germanique qui vivait dans la Dacie orientale. Or, le problème est que sur Burebistas, nous avons une documentation, quelques lignes de Strabon, d'autres miettes de tradition, et c'est tout. Alors, évidemment, la Roumanie de Ceausescu a voulu aussi créer des films, des épopées, comme on l'a fait pour Décébal. Mais en fait, nous sommes un peu mieux renseignés sur d'autres histoires. On a des inscriptions qui nous renseignent sur plein de détails de fonctionnement interne de telle ou telle cité de Grèce, d'Asie mineure. Et là, non, ce n'est pas possible parce que malheureusement, c'est le problème de la documentation. Il y a des territoires qui ne sont presque pas considérés et pour lesquels il faut utiliser la documentation archéologique. Or, ce qui serait un peu plus facile, par exemple, pour l'archéologie italienne, l'est un peu moins ici, où l'archéologie est biaisée
par toute une série de considérations nationalistes qui ont un peu brouillé les aspects généraux. Et on pourrait dire de même pour les données toponomastiques étudiées par les linguistes. Quoi qu'il en soit, on sait que Burebistas fut déposé par des conjurés avant que les Romains ne lancent une campagne contre les Daces. Plusieurs historiens, sans fondement réel, affirment que le roi fut assassiné à la même époque des Ides de Mars. Malheureusement, notre seule source est un passage de la géographie de Strabon qui résume rapidement des événements déjà évoqués dans ses commentaires historiques perdus. Strabon affirme que les successeurs de Burebistas ne réussirent pas à maintenir l'unité de son État, mais nous ne savons pas si le roi fut effectivement tué. Un historien de l'époque de Ceausescu n'hésita pas à dire que, par un choix du destin, César et Burebistas, ces deux personnalités d'exception, n'arrivèrent pas à se mesurer sur le champ de bataille en nous laissant le doute qui aurait gagné et à quel prix. La seule chose certaine, c'est que les deux noms de César et Burebistas ont été inscrits en lettres d'or parmi les génies et les héros de l'Antiquité. Bon, d'accord, c'est facile de se moquer des Romains, mais finalement, on pourrait dire, on a écrit pire en Italie à une certaine époque. Et de toute façon, après sa mort, la Dacie sombra dans la crise politique. Et les royaumes furent partagés entre plusieurs rois, comme nous dit Strabon. Nous ne pouvons pas exclure une implication des Romains dans la conjuration, mais nous ne savons pas si cette manœuvre relevait des Césars ou plutôt des triumvirs. Au-delà de ces suppositions, il est clair que les Ides de Mars interrompirent aussi les projets de campagne contre les Daces. Marc-Antoine va attaquer les Parthes, mais il oublie d'attaquer les Daces, parce que finalement, il avait eu le partage entre les triumvirs, et celui qui s'occupait des Balkans, c'était Octavien, qui va reprendre les opérations seulement en moins 35, quand il avait arrangé les choses en Italie, dans la Méditerranée, parce qu'entre-temps, il y avait Sextus Pompée qui posait à son tour des problèmes. Et les campagnes d'Octavien sont organisées à la même époque des campagnes orientales de Marc-Antoine. Ce qui est certain, c'est que à Rome, les Daces étaient perçus comme une menace, car d'ailleurs, ils faisaient partie de la galaxie des tribus celtiques dont il fallait conjurer les projets de revanche et surtout les coalitions. Vous voyez les campagnes d'Octavien dans les Balkans, mais il suffira de voir ce qui a été fait entre les César, Jules César et Octavien pour comprendre qu'il y avait une stratégie géopolitique. Parce que César même avait dû intervenir en moins 54 en fondant des places fortes stratégiques comme Iulium Carnicum, Zuglio, aujourd'hui dans la montagne des Alpes, et Forum Iuli, aujourd'hui c'est Cividale del Friuli. Les populations qui vivaient au-delà des Alpes étaient perçues comme des éléments dérangeants. Les Giapides, qui les Romains considéraient comme une population celte, avaient attaqué Aquilée et pillé Tergeste, Trieste, en moins 52, justement, juste quand César était en train d'humilier Vercingétorix à Alésia. Et le témoignage du même César montre qu'à l'époque, Tergeste était déjà un centre de citoyens romains. Pourquoi on parle de Tergeste? Parce qu'effectivement, la réorganisation de son territoire
coïncide aussi avec la transformation de la colonie militaire en ville romaine à proprement parler. Un groupe d'inscription aujourd'hui au musée de Trieste permet de fixer le début de la véritable urbanisation dans les dernières années de la République. Il ne faut pas sous-estimer le début de cette campagne, car les opérations militaires, les opérations de guerre civile passent aussi par un processus de romanisation musclée qui est d'abord un processus d'urbanisation. C'est qu'on on atteste la même situation dans les oppidats de la Gaule, on atteste la même situation en Espagne où Strabon parle des populations qui ont commencé, ne sont pas romanisées, mais regardent vers Rome, comme dans le cas des Turletans. Et en quelque sorte, le centre, vous voyez ici, le centre de Trieste, utilisé par les Romains comme place forte contre les Istres, était peuplé en grande partie par des populations celtiques appelées les Carni, qui au IIIe siècle avant Jésus-Christ, à la même époque des vagues qui avaient amené les Celtes vers l'Asie mineure et vers Delphes en Grèce, s'étaient installés dans un territoire qui traditionnellement était un territoire vénétique. Et si les commentaires de César narrent surtout les campagnes contre les Gaulois de Gaule, contre les Germains et les Bretons de Grande-Bretagne, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la Gaule cisalpine, où les Romains allaient hiberner entre une campagne et l'autre, et d'où les lieutenants de César se préoccupaient de tenir sous contrôle les secteurs de l'arc adriatique. La politique de César dans la Vénétie orientale et dans l'Istrie visait la défense de l'arc alpin, et comme dans le reste de Gaule, César n'avait pu terminer l'œuvre de, disons, pacification, car c'était justement son fils adoptif Octavien qui avait complété l'organisation du territoire en l'englobant dans la 10e région de l'Italie romaine, la Venetia et Istria. Mais la fonction de confins est encore remarquée par plusieurs sources. Et il sera intéressant de passer rapidement à voir une autre inscription du IIe siècle après Jésus-Christ, donc c'est sous le règne d'Antonin le Pieux, où Fabius Severus, jeune sénateur honoré avec une statue en bronze doré, qui s'est retrouvée de la partie la plus importante du Forum de Trieste. Ici, bon, nous n'avons que la base maintenant. Et Fabius Severus avait fait l'avocat de la communauté de Tergeste et avait œuvré pour le passage des Carni et des Catali. On ne sait pas grand-chose sur les Catali, mais de toute façon, les Carni sont les Celtes qui se trouvaient dans l'arrière-pays de Tergeste et qui, à l'époque de Octavien, appelé ici le divin Auguste, avaient été réduits à la condition de attributi, c'est-à-dire des citoyens qui se trouvaient dans les territoires de Tergeste, mais qui gardaient une condition de citoyens de deuxième zone, comme il arrive aussi dans d'autres cas des Alpes, comme dans les territoires de Trento, etc. Ce qui est intéressant est que, justement, cette réorganisation des populations indigènes passait par des événements sans doute dramatiques qui avaient déterminé ces passages. Ce qui est intéressant, que quand on étudie l'histoire des guerres civiles, on a un peu l'impression
que la guerre a été combattue par Marc-Antoine, tandis que Auguste, une fois battu Sextus Pompée, s'occupait surtout de consolider la situation en Italie. En réalité, ce n'est pas le cas. Il consolide la situation dans les Balkans. Il essaie donc de faire une sorte de stratégie combinée qui avait dû être décidée lors des plusieurs entretiens que Antoine et Octavien avaient accomplis lors de 2 mandats du quinquennat, lors des 3 quinquennats du triumvirat. Il s'agit donc d'une véritable stratégie qui ne faisait que faire la même politique de César, sauf dans 2 secteurs différents. César avait pensé de conquérir la Dacie et prendre l'or et aller envahir la partie pour venger Crassus et égaler Alexandre. Les 2 triumvirs, le 3e, on l'a dit, était mis hors jeu, décident de faire une stratégie séparée. Seulement, Octavien n'avait pas besoin de conquérir les Daces parce qu'évidemment, il y avait eu une autre manière, plus diplomatique, d'éliminer Burebistas, tandis qu'Antoine est envoyé au casse-pipe et perd sa campagne orientale, et à partir de cela, c'est le début de la dernière guerre civile. Mais on n'a pas le temps de terminer cette histoire. C'est donc intéressant de comprendre que les 2 triumvirs étaient en train de concerter une action stratégique qui avait la fin ultime de concrétiser les projets de Jules César interrompus par l'Héside de Mars. Et il serait intéressant d'en savoir davantage sur un autre personnage qui n'est pas vraiment très connu. Donc, j'imagine, on ne demande pas jamais de Rescuporis lors d'un examen universitaire. Et pourtant, vous voyez, cette statue ici est une statue qui est le fragment d'une statue qu'on a érigée à Rescuporis à Athènes, datant de 14 avant Jésus-Christ, un an avant la fermeture du temple de Janus et la proclamation de la Pax Romana. Est-ce que c'est seulement un hasard? Affaire à suivre. Je voudrais terminer ce discours qui commence à devenir de plus en plus difficile, parce que vous avez compris, on n'a jamais parlé de la ville de Rome ici, sauf quand on a évoqué les îles de Mars. Mais on est parti tout de suite. Et d'ailleurs, la curie de Pompée est encore à fouiller, donc il serait difficile. Il y a un hôtel maintenant, donc ce serait un peu difficile d'aller. Et justement, les gens qui vont déposer des gerbes à l'honneur de Jules César ne vont pas à Largo Argentina, parce que ça serait une chambre d'hôtel, mais ils vont dans le forum, dans la Curia Iulia. Ce n'est pas un hasard non plus. Mais ce qui serait intéressant serait de continuer avec un seul cas, nous déplaçant encore, nous permettant de perdre définitivement le centre de l'histoire. Vous voyez ici la situation du monde à partir de 1944, et il sera intéressant de vous compliquer ultérieurement la vie en vous faisant passer dans un autre continent. Comme ça, on aura l'impression d'avoir triomphé sur les 3 parties du monde, nous aussi. Et c'est un territoire, l'Afrique romaine à cette époque n'est pas encore l'Afrique romaine, parce qu'en fait, le territoire provincial de Rome était limité au territoire de Carthage, qui était déjà devenu un véritable grenier à blé de Rome. À l'ouest, il y avait 2 royaumes
la Mauritanie indigène avec une forte influence hellénistique, la Mauritanie et la Numidie. Durant la guerre civile de César, l'Afrique du Nord avait été l'un des enjeux du conflit, et en février 46, César avait battu Juba Ier avec Scipion, le général pompéien, dans la région de Thapsus, actuellement en Tunisie. César était allié du roi de Mauritanie occidentale, Bogoud, dont la femme Eunoé avait été maîtresse de César. Il n'y a pas que Cléopâtre dans l'histoire. Hein. Et à celui de Mauritanie orientale, Bocchus II, et qui se rangeait aussi aux côtes de César, étaient devenus amis et alliés du peuple romain. Mais il était aussi soutenu par un personnage dont on parle beaucoup moins, qui est aussi l'un des protagonistes de cette histoire des seigneurs de la guerre. Il n'y a pas que de rois indigènes dans l'histoire. Il y a un personnage qui n'a pas eu de portrait. On n'a pas reconnu son portrait, d'ailleurs. Bon, si Marco pouvait retrouver un portrait de Publius Sittius, il serait intéressant. Et qui était Sittius? C'est un personnage né entre 95 et 90. Il était originaire de Nucérie, une cité campanienne située dans l'arrière-pays de Naples, dans la vallée du Sarno, fils d'un riche chevalier lié à un réseau commercial assez important. Il avait grandi entre la Campanie et Rome, et encore jeune, il avait dû vivre le choc violent de la révolte de Spartacus, qui mit Nucérie à sac durant l'hiver 73-72. Après la répression de la révolte, Sittius reprit les affaires de son père, d'abord à Rome où il fréquenta des personnages importants comme Cicéron, puis en Espagne où il fit partie de l'entourage de Crassus et rencontra probablement César, Custer en 68. Vers le milieu de 64, Sittius quitte l'Espagne pour s'installer en Afrique avec un groupe de compagnons qui ont été décrits comme des aventuriers. En fait, il avait dû fuir des poursuites judiciaires pour les dettes cumulées, et il était très probablement impliqué, du moins jusqu'à un certain degré, dans la conjuration de Catilina. Donc ce serait vraiment intéressant de retrouver le portrait de ce Lascar. Il avait rassemblé une petite armée et il s'était réfugié auprès du roi Bocchus, qui en avait fait son général. Successivement, il s'était allié à César dans la guerre civile, et jusqu'à la guerre civile, Sittius avait organisé ses affaires en Afrique, ouvrant notamment dans le royaume de Mauritanie comme chef mercenaire, en commandant une armée et bientôt aussi une flotte. Allié avec Bocchus, donc Sittius, allié avec Bocchus, intervient dans la guerre civile contre les Pompéiens et Juba de Numidie, et aidé sans doute par la 5e colonne représentée par les marchands romains de la ville, assiège et prit Kirta. Donc là, cette cité, l'une des capitales de la Numidie. Aujourd'hui, c'est Constantine, en Algérie. Or, l'histoire devient encore plus compliquée, parce que Bocchus II attaque Juba qui se suicide. La Mauritanie orientale occupe la Numidie jusqu'à la rivière Amsaga. Après la victoire finale de César dans la guerre d'Afrique, Sittius rejoint les dictateurs et obtient sa part de récompense dans la réorganisation de l'Afrique du Nord. S'il y a un seigneur de la guerre à proprement parler, donc le terme seigneur de la guerre, qui est, nous renvoie à la Chine du début du XXe siècle, c'est justement Sittius, un soi-disant inconnu de l'histoire. Il n'est pas un inconnu. Nous avons des sources qui parlent de Sittius. Simplement, nous n'avons pas les historiens qui s'intéressent à Sittius parce que, justement, il n'est pas assez célèbre et important. La révolution romaine de Syme, théoriquement, aurait dû étudier
aussi ces personnages. Mais en réalité, il est tellement occupé à imaginer des rapports d'interparenté entre les personnages de l'aristocratie qu'on finit par mettre à l'écart ces personnages qui sont d'un charme incroyable. On pourrait écrire des romans historiques sur Titus. Et en fait, c'est l'histoire de l'Afrique romaine et la naissance de l'Afrique romaine part aussi de ce territoire qui crée une véritable enclave et avec la fondation de la colonie de Kirta qui devient le centre d'un territoire, d'une enclave indépendante dans les territoires africains qui échappaient au dispositif des provinces romaines. C'est un modèle de colonisation qui remontait à Gaius Marius et qui prévoyait l'installation de colons italiens, africains et espagnols. Personne ne mettait en discussion le pouvoir de Titus, parce que c'était un loyal césarien qui représentait une exception en quelque sorte révolutionnaire. C'est un précédent juridique qui préfigurait la situation de l'époque triumvirale avec la partition des aires d'opération, une sorte de principauté autonome reconnue par Jules César. Et c'est une situation qui dura jusqu'en moins 44, quand Titus est assassiné, lui aussi, par Arabion. Arabion était le roi qui est le fils de Massinissa II, ancien allié de Pompée. Arabion récupère une partie de ses domaines au détriment de Bocchus, obligé de se retirer vers l'ouest, mais les partisans de Titus, appelés les Sitiani, restent pourtant maîtres de Kirta, qui obtient le statut de colonie, et leur autonomie relative perdure jusqu'à moins 42. Ce n'est qu'avec Philippe, avec l'élimination de Césaricide, que la situation de la Numidie scythienne se régularise. Or, on pourrait continuer, et on pourrait continuer à raconter des histoires. Histoire de Gaulois, histoire d'Espagnols, histoire des Bataves, pourquoi pas. Ils ne sont pas encore rentrés dans l'histoire à proprement parler, c'est une question un peu plus tard, mais c'est ce qui montre que une certaine... Vous voyez ici la situation à la fin, disons, il y a 2000 ans, en 14, avec la mort d'Auguste. Vous voyez le changement de ce système, mais ce n'est pas encore l'Empire romain auquel nous sommes habitués. Ce n'est pas encore la grande expansion du territoire provincial de Rome. Et c'est un exercice qui théoriquement devrait être presque naturel dans l'intention de l'historien. Et en fait, on ne le retrouve pas. Celle-ci, c'est une carte que j'ai contribué à faire moi-même. Et je me suis rendu compte de l'extrême difficulté d'aller récupérer toutes les données pour proposer une carte acceptable et non pas une carte qui reprenne les vieilles traditions. Bien entendu, ce n'est pas que nous n'avons pas une grande tradition cartographique, les atlas de Kiepert, etc. Mais le plus difficile, c'est de faire un arrêt sur image et en choisissant la bonne année pour créer cet arrêt sur image. C'est l'aspect le plus compliqué, et il est encore plus compliqué d'autant que nous sommes maintenant habitués à regarder l'histoire du passage de la République au Principat
dans une perspective de durée moyenne, deuxième avant, deuxième après. On finit par avoir plus confiance en la périodisation du mobilier archéologique plutôt que de ne pas aller regarder les sources d'une manière moins routinière. C'est ce que j'appelle l'événementiel 2.0. Et je pense de m'arrêter ici un peu comme font les historiens du passé, c'était un peu comme si on interrompait la transmission du texte, parce que peut-être il sera plus intéressant d'en discuter avec vous dans la demi-heure qui nous reste. Merci beaucoup de votre attention, ce n'était pas évident.